Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Pour obtenir leur premier salaire, il faut parfois 6 mois d'attente, une situation que vivent difficilement les nouveaux fonctionnaires. Ce lundi, la ministre de la fonction publique réaffirme sa volonté de réduire ce temps d'attente. Ils sont aussi impatients de voir la mise en œuvre du projet de convention collective des chauffeurs de Côte d'Ivoire, une convention qui leur permettra d'avoir de meilleures conditions de travail. Pourquoi cela traîne? Quel impact sur la vie des chauffeurs? Reportage dans un instant. Et puis c'est une situation inédite et alarmante. Au Burkina Faso, une cinquantaine de femmes ont été enlevées à Arbinda, dans le nord du pays, une zone dans laquelle opèrent de nombreux djihadistes. De la prise de service au premier salaire, il peut s'écouler jusqu'à 6 mois d'attente, une situation que vivent difficilement les nouveaux fonctionnaires. Ce lundi, la ministre de la fonction publique a réaffirmé la volonté du gouvernement à réduire cette période de travail sans salaire. Mardoché Kwasi, Fulgence Kissiedo. Nadia Bessécon est éducatrice dans un lycée de la place. Elle a dû attendre 11 mois après sa prise de fonction pour percevoir son rappel. Une période difficile qu'elle a pu supporter grâce au soutien de certains amis et proches. Elle plaide pour la réduction du temps d'attente ou l'apport d'une subvention pour aider les nouveaux fonctionnaires à faire face aux charges les plus urgentes durant cette période. C'était pas facile. Donc souvent, on serrait un peu la ceinture. Je mettais plus l'accent sur l'utile. Il y a des personnes, ils ont des chats, ils ont des enfants. Ils sont obligés peut-être d'aller prendre des prêts avant ce rappel pour faire face à leurs besoins. Et après, quand le rappel vient, ils sont obligés de rembourser. Après, ils se retrouvent avec rien. Le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration travaille à réduire ce temps d'attente en collaboration avec tous les acteurs qui rentrent en ligne de compte dans la procédure devant aboutir au paiement du premier salaire du nouveau fonctionnaire. Dans l'administration, lorsque vous prenez service, vous avez ce qu'on appelle un arrêté de nomination qui est produit. Et cet arrêté-là suit un circuit qui part donc de la prise de service dans le ministère où vous avez été affecté. Et le projet est initié par nos services au ministère de la fonction publique, adressé au contrôle financier, qui est un service qui relève du ministère du budget. Et là-bas, il y a également un traitement qui est fait pour obtenir ce qu'on appelle le visa du contrôleur financier. Et c'est lorsque ce visa-là est obtenu et acquis que le dossier revient au ministère de la fonction publique pour la signature par le ministre de la fonction publique avant d'être inséré à ce qu'on appelle le fichier unique de référence, qui est donc le fichier de la paye des fonctionnaires. Nous y travaillons pour qu'ensemble on identifie les poches de lenteur pour qu'on réduise ces délais-là. Profitant de la rentrée solennelle 2023 du ministère de la fonction publique, qui a eu lieu ce lundi dans les locaux de l'École nationale d'administration, la ministre Anou Loto a réaffirmé l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement, à travers son ministère, à travailler dans le sens de la facilitation de la procédure de traitement des dossiers des nouveaux fonctionnaires. Le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'en 3 mois maximum, ils puissent avoir leur premier salaire. Et nous avons déjà, au cours de l'année 2022, enregistré de bonnes avancées. Nous étions donc entre 3 et 6 mois. Et je voudrais assurer que les procédures ont été facilitées, de telle sorte que nous puissions respecter donc, le délai à nous fixé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Cette cérémonie de rentrée solennelle 2023 a été l'occasion pour la ministre de la fonction publique de mettre officiellement en mission les responsables de son ministère pour l'atteinte des objectifs de l'année 2023. Dans le secteur du transport routier, les chauffeurs dénoncent des conditions de travail précaires. Ils sont pour la plupart sans protection sociale, sans matricule CNPS. Ils ne bénéficient pas non plus de pension. Pour eux, la convention collective des chauffeurs reste la seule alternative pour le mieux-être de leur corporation. Timé Danger, Tanguy Conan. Gare routière d'Abidjan-Yopougon. Prêts à prendre la route de l'intérieur du pays, des véhicules de transport en commun. Abidjan Sud, Cocody, d'autres des taxis communaux stationnés à la gare mobile en attente de clients. Avant, l'on dépeint une activité difficile marquée par la précarité. C'est chaque jour qu'il travaille, après la recette que le patron demande, après ça, ce qu'il gagne, c'est ça qui est pour moi. Et puis les samedis, il n'y a pas de recette à faire. Après le carburant, c'est ça qui est nos salaires. Et les samedis, c'est le salaire des chauffeurs. Et puis on n'a pas déclaré à CNP. Ça, franchement, il n'y a pas un chauffeur de transport ou
Tu m'as une fois dit qu'il est déclaré à la CNPS. Il n'y en a pas. On n'a pas d'assurance maladie. Il y a beaucoup de nos collègues, quand ils tombent malades, il y a personne pour les aider. On est obligé de travailler tous les jours pour pouvoir gagner un peu, descendre, pour aller nourrir nos familles. Indexé dans la survenue des accidents graves, relevant à 95% du facteur humain, tous mettant en cause le non-bénéfice d'une convention collective. Une trompette que ces acteurs syndicaux de la corporation enfourchent. Depuis 2009, nous avons travaillé sur un projet de convention annexe concernant le secteur transport avec 3 ministères qui étaient impliqués, le ministère du Transport, l'Artisanat et le ministère de l'Emploi. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Et cela constitue un grand défi parce que ça fait que les conducteurs sont dans une situation de précarité totale. Ils sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas droit au congé, ils n'ont pas de couverture de santé, ils n'ont pas de salaire. Institué pour réglementer les relations professionnelles entre propriétaires et chauffeurs routiers de personnes ou de marchandises, ainsi que les conditions de travail et de rémunération, le projet de convention collective annexe des professionnels de transport de Côte d'Ivoire a été validé par les parties. Mais pour le patronat, la mise en œuvre s'inscrit dans le vaste programme de professionnalisation du secteur du transport routier. Ce projet de convention collective des employés du secteur du transport, notamment des conducteurs, est un projet qui avance et qui avance assez bien. Dans la mesure où, contrairement à ce que les gens pensent, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'entreprises structurées de transport, que ce soit des personnes ou des marchandises, qui embauchent les conducteurs routiers et tiennent compte de leurs déclarations à la CNPS. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui reste à faire, c'est faire en sorte que cette démarche se généralise jusqu'aux plus petits transporteurs. Et c'est là que le ministère des Transports, à travers la loi d'orientation du transport intérieur, est en train donc de prendre le relais pour régler définitivement cette question-là. Face à une attente qui perdure, les employés se montrent impatients et préoccupés quand le Haut Conseil rassure. Quand on lave ton dos, il faut laver ton ventre. Le président fait beaucoup pour nous. Les infrastructures, les ponts, tout ça là c'est fait. Mais nous qui animons là, les gens ne veulent pas faire un effort. Il faut qu'ils rentrent dans la normalité pour qu'on quitte carrément dans la précarité, dans l'informel. Plus de 3000 conducteurs ont déjà été formés. Le projet de la mobilité urbaine d'Abidjan, PMUA, prévoit la formation de plus de 10 000 conducteurs routiers, coordonnés donc par le ministère des Transports. Et il est prévu donc la prise en compte à la CNPS gratuitement pendant 1 an, donc des cotisations de ces candidats à la formation. Ce qui veut dire en gros que, bon an, mal an, le gouvernement à travers le ministère des Transports est en train de tout mettre en œuvre pour rattraper véritablement ce gap-là. Sinon, en réalité, sur le terrain, beaucoup d'entreprises structurées, que ce soit des personnes ou des marchandises, mettent tout en œuvre aujourd'hui pour avoir des employés qui sont donc déclarés à la CNPS. Au-delà des divergences, les parties s'accordent sur un aspect, le bien-être des conducteurs, présenté comme l'une des solutions pour freiner la courbe ascendante des graves accidents qui endeuillent des milliers de familles dans le pays chaque année. À la rescousse des victimes, les sapeurs-pompiers qui ont effectué l'an dernier 32 937 interventions au cours desquelles 820 morts dans des accidents et des incendies. Conditions de formation inadéquates, manque de moyens financiers, difficultés à se loger. Les étudiants vivent un lot de stress au quotidien qu'ils ont accepté de nous montrer ce soir dans ce reportage de Nedjaïdja, Moussa Nikema et Bobby Filémon. Le stress à l'université, ça existe. Une situation que vivent régulièrement les étudiants de cette université d'Abidjan qui font face à des conditions de formation inadéquates. Nous sommes dans les difficultés, on n'a pas un lieu pour étudier, pour bien étudier. Vous pouvez voir même qu'actuellement je suis sous un arbre en train de bosser. C'est parce qu'il n'y a pas de salles vides. Actuellement, toutes les salles sont occupées, donc nous sommes obligés avec notre natte, on se place sous les arbres pour étudier. Le plus stressant pour moi ici, ce sont les conditions d'études, de boss. Si tu viens dans une école, dans une université que tu n'as jamais fréquentée, et puis le fait de venir rester dans le campus, il n'y a pas de cité, on bosse dans les amphis,
on dort sur les bancs, et puis savoir que vous allez composer bientôt dans les matières que tu ne vas pas comprendre. À la fin des cours, une autre période de galère. Se nourrir, mais surtout se loger reste une équation difficile à résoudre. Pour certains, nul autre choix que d'élire domicile derrière les amphis, ou dans ce bâtiment, autrefois utilisé comme toilette. Les compos viennent rapidement, on ne nous donne pas assez de temps pour nous préparer. Ça vient rapidement. Et puis les projecteurs, il n'y a pas de micro, en tout cas on ne se sent pas trop à l'aise. Ces élèves doivent en plus tenir compte de la pesanteur de la famille, qui voit en eux l'espoir d'un meilleur lendemain. Dans mon établissement, j'étais déjà major. Du coup, lorsque je venais à Nangui, à Bourgois, pour faire la médecine, déjà on se disait que c'était quelque chose qui était déjà acquis. Une première année, j'échoue. Je me dis, bon, il y a certaines choses qui n'ont pas marché. La deuxième année, on va plus se donner. La deuxième année encore, on se donne plus. On a eu même à former des personnes même qui ont validé. Mais malgré ça encore, on échoue. Et il y a un souci qui se pose, c'est que je dois retourner en famille et aller annoncer la nouvelle. Et je ne sais vraiment pas comment faire pour pouvoir aller. Du coup, les résultats ont été donnés, je crois, dans le mois d'octobre. C'est après janvier que je suis parti. Parce que tout le temps, je ne pouvais pas regarder les parents en face pour leur dire « Ah, voilà ce qui s'est passé ». La peur de décevoir la famille, un stress partagé chez ces jeunes. Il y avait certaines personnes qui étaient ici à Nangui qui ont essayé de se suicider. Il y a d'autres, même après avoir appris la nouvelle, ont commencé à marcher comme des fous en traversant cette grande voie-là, sans regarder à gauche ni à droite pour voir s'il y avait des véhicules. En tant qu'étudiant, je crois que échouer quelque part où l'on croyait avoir réellement les possibilités, les potentialités de réussir, c'est vraiment difficile de pouvoir supporter ça. Il faut vraiment avoir un courage. Face à la pression quotidienne, chacun a son astuce. C'est choquant en fait, c'est choquant. Donc j'ai envie de prendre un comprimé, dormir et puis essayer d'oublier quoi. Essayer d'oublier, ça nous stresse vraiment. Moi personnellement, sur l'effet du stress, c'est le sucre que je prends, les substances sucrées, bien parfois les boissons énergisantes là. Je prends ça, puisqu'il y a du sucre, ces boissons à contiennent assez de sucre. Donc le sucre, moi personnellement, ça m'aide beaucoup. La seule volonté de ces étudiants est de réussir leurs études pour s'insérer dans la société et faire la fierté de leurs proches. Apprendre le chinois à l'école est de plus en plus une réalité. Plusieurs écoles à titre d'essai enseignent le mandarin aux élèves du secondaire. Dans un lycée à Yamoussoukro, près de 700 élèves peuvent parler, lire et écrire le mandarin. Le constat de Pierre Dipomela. Près de 700 élèves apprennent à parler la langue chinoise au lycée mixte 2 de Yamoussoukro. Un projet pilote réussi qui pourrait s'étendre à d'autres établissements scolaires. Ici, un professeur consacre aux élèves quelques heures de cours. La passion de la langue et le désir de poursuivre les études en Chine sont les principales motivations pour les apprenants. J'aime la langue chinoise quand j'ai envie de partir en Chine terminer mes études. J'étudie la langue chinoise, ça fait à présent 2 ans. Parce qu'un jour, je voudrais devenir traducteur. Je l'apprends parce qu'il y a beaucoup d'avantages liés à l'apprentissage de la langue chinoise. Près de 2000 élèves, repartis en club actif au nombre de 16, sont disséminés dans des établissements secondaires à travers la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment cette langue. Voilà, ils ont découvert que ce n'était pas impossible de pouvoir parler cette langue et qu'ils le peuvent. Aujourd'hui, ils aiment la Chine, ils aiment aussi la culture chinoise. Voilà, et cette année même, ils se préparent à participer aux examens de niveau de langue chinoise appelés les HSK. En tout cas, mon rêve, c'est de pouvoir aider plusieurs jeunes Ivoiriens à pouvoir maîtriser cette langue. Si nous voulons aller de l'avant, il faut être ouvert sur le monde. Et le monde aujourd'hui, c'est tout. Avant, on disait nord-sud, mais aujourd'hui, être ouvert sur le monde, on va au nord, on va au sud, à l'est, à l'ouest. Et ils sont aussi intéressés, donc je les encourage. Et en même temps, je profite pour lancer un appel à tous les établissements, tous les chefs d'établissement, pour que chacun fasse l'effort d'introduire l'apprentissage de la langue chinoise dans nos différentes classes. Ces cours sont organisés grâce à une coopération avec l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement des relations sino-ivoiriennes.
Janvier, premier mois de l'année, est aussi le mois de l'écriture braille. Chaque 4 janvier est célébrée dans le monde la journée du braille. En Côte d'Ivoire, cette écriture dédiée aux non-voyants et aux aveugles a été célébrée à l'Institut des aveugles de Yopougon, une initiative de l'ONG Voir des doigts qui veut davantage promouvoir cet outil indispensable pour des milliers d'Ivoiriens. Moussani Kemar. Célébré le 4 janvier de chaque année dans le monde, le braille permet aux non-voyants d'écrire, de lire, de faire des calculs et manipuler des ordinateurs. Un moyen d'insertion sociale et professionnelle des non-voyants. C'est pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale. Car nous avons vraiment besoin que tout un chacun se mette en tête que le non-voyant est une personne à part entière et non une personne entièrement à part. Nous célébrons aujourd'hui pour permettre, n'est-ce pas, d'abord aux non-voyants de se retrouver, de découvrir que le monde entier reconnaît cette écriture qu'elle a leur et de permettre à la Côte d'Ivoire de s'approprier cette journée-là. Nous appelons à ce que cette journée soit institutionnalisée pour que chaque année, le 4 janvier, toute la Côte d'Ivoire se mobilise autour de la personne en situation de handicap visuel. Si cette écriture n'avait pas existé, l'institution dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'aurait pas existé. C'est symbolique de fêter cette journée-là pour dire à tout le monde que bien il y a des non-voyants qui aujourd'hui sont épanouis, travaillent dans l'administration parce qu'il a existé le braille. Pour l'ONG Voir des doigts, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Et tous les apprenants l'ont bien compris. Pour écrire, papa, on écrit P en haut à gauche, au milieu à gauche, en bas à gauche, en haut à droite. Le A, c'est en haut à gauche. Le deuxième P, c'est en haut à gauche, au milieu à gauche, en bas à gauche, en haut à droite. Le deuxième A, c'est en haut à gauche. J'arrive à travailler avec le portable, j'arrive à lire mes messages, à faire mes emails. J'arrive à vendre les produits que je vends sur la plateforme. Je travaille avec l'ordinateur, tout ça grâce au braille. Pour moi, c'est très important parce que, comme vous le constatez, je suis malvoyante. Il me reste un peu de l'acuité visuelle, mais je vois pratiquement pas grand-chose. Et c'est très important pour moi parce que le braille, c'est une écriture sans moyen de s'exprimer. Et c'est très important en fait, pour marquer le pont entre les voyants et les non-voyants. Et dans l'insertion professionnelle, c'est vraiment très important. Le braille est un système d'écriture tactile à point saillant à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Le système porte le nom de son inventeur, le Français Louis Braille, qui avait perdu la vue à la suite d'un accident. À l'étranger, au Burkina Faso, c'est une première dans le pays alors qu'elles étaient parties en brousse pour cueillir des plantes et des fruits pour se nourrir. Une 50aine de femmes ont été enlevées au nord du pays, dans la petite localité d'Arbinda, une zone dans laquelle opèrent de nombreux djihadistes. Le récit de Pierre Dipomélin. Les recherches sont toujours en cours au Burkina Faso pour retrouver 2 groupes de femmes de la commune d'Arbinda, dans la région du Sahel. Une 50aine de femmes enlevées par des groupes armés qui fourmillent dans la région. Ces femmes étaient parties en brousse pour cueillir des plantes et des fruits pour se nourrir. Quelques-unes d'entre elles ont pu échapper à leurs ravisseurs et regagner Arbinda avant de donner l'alerte. Les forces de sécurité et les volontaires pour la défense et la patrie sont déployés pour retrouver ces femmes. Les enlèvements font partie de la stratégie des groupes armés terroristes. Les victimes sont utilisées comme des boucliers humains ou comme esclaves sexuels. Depuis le début des violences terroristes en 2015 au Burkina Faso, c'est la première fois que des femmes sont victimes d'enlèvements. Aucune revendication pour l'instant, mais les regards sont tournés vers les groupes armés terroristes qui écument la région. Des villages entiers sont ces derniers temps vidés de leurs habitants, sommés par les groupes armés de déguerpir, sous peine de représailles. Ce rapt massif est la preuve que la situation sécuritaire, plus de 3 mois après l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré aux affaires, demeure préoccupante. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant. Focus, fait divers, suivi de NCI Sport. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.